D'innombrables fois, je suis allé à contre-courant. J'ai escaladé de nouveaux sommets et j'ai créé. C'est le lauréat du prix littéraire Mao Dun. Il a ouvert une nouvelle ère pour le roman d'espionnage chinois. Il a notamment écrit Plot Against, Le Message, de Silent War. Connu comme étant le roi du roman d'espionnage, il se qualifie pourtant de raté et dit vouloir un nouveau départ. J'ai perdu, je suis devenu mon ennemi et j'ai été vaincu. Ici, je voudrais vous dire pardon. Vous pourrez me critiquer, vous pourrez m'insulter. Je ne pourrai pas avoir d'objection. Vous avez créé ici une forme sans précédent. Notre ère a foi en la vitesse, en la plus grande vitesse. Nous faisons une course contre la montre, une course avec nos concurrents, une course avec des technologies plus sophistiquées. Dans beaucoup de choses, il faut plus de moyens pour être lent que pour être rapide. Nous sommes malades, on est plus attiré par ce qui est loin que par ce qui nous est proche. Alors que le monde change de jour en jour, je dois rester moi-même. L'invité du jour, Maïdia. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Vous regardez Magistral, c'est pour vous la première classe ouverte à la télévision pour les jeunes de Chine. Je suis votre hôte, Sabé Ning. Vous aimez les œuvres parlant d'espionnage? Oui! Selon vous, quelle est la plus intéressante de ces dernières années? The Silent War! The Silent War, le message. D'accord, d'autres réponses? Plot Plot Against! Against. Plot Against, Lurk et Détective Conan. Parmi ces réponses, beaucoup sont les œuvres du même auteur. Applaudissements, s'il vous plaît, pour notre invité du jour, lauréat du prix de littérature Mao Dun, l'écrivain Maïdia. Bienvenue. Bonjour Monsieur Maï, ravi de vous revoir. Moi aussi. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Oui, pourquoi vous n'avez pas dit du mal de moi? Je suis comme ça selon vous? C'est la mode, il faut dire du mal pour être bien classé. On n'a pas encore commencé. Ah bon? Merci. Merci à vous. Asseyez-vous. Vous croyez qu'il est écrivain? Eh bien c'est faux. Maïdia était un véritable agent secret. Vous étiez agent secret, mais pas pendant très longtemps, pendant 8 mois, c'est ça? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je peux vous le dire secrètement, mais pas publiquement. Ça, c'est mon secret. D'accord. C'est aussi un secret d'État. Quand quelqu'un parle comme lui, on doit se dire que c'est vrai. Ce que vous avez étudié a des liens avec ce que nous pouvons lire dans vos romans d'espionnage. On peut parler de ça, non? Absolument. J'étais étudiant au département de radio de l'Institut des technologies d'ingénierie de l'Armée populaire de libération. Et cet institut est devenu l'Université de l'ingénierie de l'information de l'Armée populaire de libération. Ma spécialité était la radio. J'ai compris. Vous aviez des écouteurs. Chef, j'ai quelque chose à vous signaler. Oui, en général, on pense à la radio, au poste de radio. Il y a un agent infiltré. Ma radio était surtout dans le ciel. C'est un moyen de transmettre des informations. Je vous annonce qu'aujourd'hui, parmi les 6 jeunes du public, il y a un doctorant en cryptographie. Il n'y a pas d'exclamation cette fois là? Je croyais que quand je dirais doctorant en cryptographie... Bon, allez, on va réessayer. Il y a aujourd'hui parmi nous un doctorant en cryptographie. Bien joué. Eh bien, en fait, je faisais des... Quand vous dites... Vous êtes toujours en train d'examiner? Quand vous dites ça, en fait, je voudrais percer ce secret. Devinez qui c'est. Vous avez 2 essais. Un essai me suffira. Je crois que c'est Lutian. Lutian, ne cherchez pas tout de suite à vous expliquer. Il commence à cligner de l'œil. Il communique avec Monsieur Maï en morse. Lutian dit... Ça veut dire, pourquoi cette révélation? Maintenant, je ne peux plus faire semblant.
Vous êtes vraiment confiant? Vous êtes sûr de refuser le deuxième essai? C'est ce que l'on appelle de l'audace. Si vous me donnez 2 chances et que j'échoue, eh bien, ça ferait mauvais effet. Comme je n'utilise qu'un seul essai, si j'échoue, cela restera acceptable. Si je donnais 5 réponses fausses, on me prendrait pour un imbécile. Je vous donne 6 essais. Dites-moi, pourquoi Luqiang? Quand vous parliez, tout le monde était expressif. Luqiang, le passible. Comme j'ai connu des gens dans le décryptage, je sais que généralement, ils sont calmes. Ils cachent bien leur jeu. Luqiang, dites-moi quelle est votre spécialité? J'étudie le journalisme. Ok. Les étudiants en journalisme n'ont pas d'expression faciale. Et parmi les 5 autres, il y a 4 filles et un garçon. Je m'arrête là, vraiment. Je veux garder de la hauteur. J'ai un peu chaud. Est-ce que je peux enlever ma veste? Je vous en prie. Je vous donne un indice. Cette personne appartient au sexe en supériorité numérique parmi ces 5 personnes. Dites-moi, c'est une grande tentation, là. Allez, un autre essai. Je vais réessayer Li Tingting. Li Tingting. En fait, au début, j'hésitais entre Li Tingting et Luqiang. Après avoir connu un échec, Monsieur Mai a dit « Je m'arrête là, je veux garder de la hauteur ». En tant que créateur, il est forcément curieux. Comment pourrait-il contenir sa curiosité? Li Tingting, dites votre spécialité à Monsieur Mai. Vous avez partiellement bien deviné. Je ne suis pas doctorante, pourtant ma spécialité a un lien avec la cryptographie. Vous tombez de votre piédestal. Ah bon? Encore raté. Sa spécialité, c'est l'informatique. Elle programme. Il y a des liens entre les deux, mais elle n'est pas doctorante en cryptographie. Comme je fais des études en matière d'analyse des données, s'il me fallait faire du décryptage, je crois que je pourrais essayer. On peut dire ça. Vous voyez? Maintenant, je suis sûr que ma réponse suivante sera correcte. Je suis certain d'avoir la réponse, mais je ne vais pas la dire. Ne le dites pas. Oui, Ne le dites pas. ce serait trop embarrassant. Regardez, Monsieur Mai est très fort. Vous voyez comment il retourne la situation pour attiser notre curiosité? Il dit « J'ai le nom en tête, mais je ne le dis pas ». Eh bien, dites-le moi maintenant. Je vais vous le dire. Voyons si c'est ce que vous aviez à l'esprit. Ok. La fille en vert. C'est exactement ce que je pensais. Vraiment, c'est la vie. On ne peut pas vous contredire. À la fin, vous aviez deviné juste ou pas? Je vais vous le dire discrètement, en fait, je pensais que c'était elle. Dites-le moi discrètement. Mais je crois que cette fois, je n'obtiendrai pas de bonus, même si je donne une bonne réponse, n'est-ce pas? Donc, je préfère laisser tomber. D'accord. Comme ça, vous pourrez garder de nouveau de la hauteur. Wang Tianwen, notre doctorante en cryptographie, on peut l'applaudir. Bonjour Monsieur Mai, je suis la doctorante en cryptographie bien cachée. Vous êtes trop belle pour être doctorante, surtout doctorante en cryptographie. Merci beaucoup. Li Tingting, vous êtes blessé? Il dit qu'il vous a choisi parce que... Vous semez la zizanie. Wang Tianwen, vous étudiez dans quelle université? L'université de Pékin. Il y a cette spécialité à l'université de Pékin? Oui, au département de mathématiques. Mon Dieu, c'est bien caché, hein. Selon mes informations, en Chine, le numéro 1 en décryptage est un diplômé de votre université. Je suis étudiante à l'université, donc vous comprenez que je suis vraiment très curieuse. Je me demandais, est-ce que vous avez des histoires amusantes qui se sont passées pendant vos études? Il y en a beaucoup. Comme vous êtes en cryptographie, je vais vous raconter une anecdote sur une personne de votre spécialité. Un jour, une Jeep est entrée dans notre institut. C'était un homme qui portait des lunettes. Il était très mince. En fait, il était expert en décryptage. Il était là pour nous faire une présentation. Il était comme un trésor hors de prix. Beaucoup de gens le protégeaient, même lorsqu'il est monté sur l'estrade. Un expert protégé, alors. Je me disais, la sécurité de notre institut est déjà satisfaisante. Pourquoi tout ça en plus? Ils m'ont dit que ce n'était pas pour la sécurité de cet homme, mais pour la sécurité des étudiants. Comment ça, je lui ai demandé? Eh bien, comme il était expert en cryptographie, il connaissait beaucoup de secrets.
Si il divulguait des choses confidentielles pendant sa conférence, ce serait sans incidence pour lui. Mais vous connaîtrez quelque chose de confidentiel. C'est comme ce qu'on entend souvent dans les films. Vous en savez trop. Oui, Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. je crois que c'est une histoire intéressante. Aujourd'hui, quel discours Monsieur Mai va-t-il prononcer ici? On l'écoute. À vrai dire, si je suis ici aujourd'hui devant vous, ce n'est pas parce que je veux faire un discours. Je suis ici pour réfléchir. Bien que cette émission s'appelle Magistral, mon discours s'intitule « Je veux repartir comme avant pour Londres en bateau ». Je voudrais souligner le mot « veut ». Pourquoi ? Parce que je suis en train de connaître une période douloureuse de ma vie. Je connais le désarroi et peut-être même que je serai toujours dans cet état d'esprit dans les 2 ou 3 années à venir. J'ai beaucoup de doutes. Je voudrais partager ces doutes avec vous pour échanger avec vous. Je voudrais parler le premier dans le but de vous permettre d'exprimer librement vos opinions. Et j'espère que vous pourrez m'aider. D'abord, je voudrais parler de mon fils. Il a 18 ans cette année. Quand il avait 8 ans, il m'a dit un jour, « Papa, je voudrais apprendre à faire du vélo. » Je lui ai dit, « Tu as seulement 8 ans, tu es bien trop petit. » Et j'ai refusé. Mais sa mère m'a discrètement désobéi. Quand je l'ai découvert, il savait déjà faire du vélo. J'étais ému de voir mon fils faire du vélo sur le terrain de sport. Mais très vite, cela m'a rendu nerveux. Et pourquoi cela? Parce que je trouvais qu'il roulait bien trop vite. Peut-être à une vitesse de 10 km/h. En fait, ce n'est pas rapide, mais dans mon cœur, cette vitesse était aussi dangereuse pour lui qu'à 100 km/h. Et je m'inquiétais. J'avais peur qu'il tombe. Je craignais qu'il ne se blesse. Donc, j'ai couru derrière lui en criant « Chérie, ralentis, ralentis !» Mais il roulait toujours à vue. Alors, il est passé devant nous à maintes reprises, mais il ne ralentissait pas. Quand il l'a enfin fait, eh bien, il est tombé. Et à chaque fois, c'était pareil. Cela semble difficile à comprendre, mais c'est bien la réalité pourtant. Pour beaucoup de choses, il faut plus de moyens pour être lent que pour être rapide. Et cela demande à quelqu'un plus d'efforts et plus de capacités. Je continue à parler de mon enfant, mais là, il s'agit de mon enfant entre guillemets. C'est l'une de mes œuvres, L'Enfer des codes. Je me souviens dans quel contexte j'ai voulu commencer à écrire ce livre. C'était en juillet 1991. À l'époque, je faisais mes études au département de littérature de l'Institut des arts de l'armée populaire de libération. Un soir, peu avant la fin de nos études, mes camarades se préparaient à quitter notre institut. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti l'envie de m'asseoir et que j'ai décidé d'écrire un grand livre. Ce geste irrationnel et inopportun était-il une allusion sur le temps et les efforts innombrables à fournir pour ce livre? Pourtant, à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir qu'il me faudrait une dizaine d'années pour le finir. 11 ans, précisément. C'est-à-dire que j'ai mis 11 ans à achever ce livre. J'ai vraiment connu toutes les douleurs. Je disais en plaisantant que l'enfer des codes était une coquine. Et je suis tombé amoureux de cette coquine, qui m'a infligé des douleurs insupportables. À sa publication, l'ouvrage avait seulement 200 000 mots, mais j'en ai supprimé au moins le quadruple. Je n'ai cessé de modifier, de réécrire des passages.
Et comme c'était un supplice, j'ai voulu m'en séparer à maintes reprises. Mais chaque adieu finissait par tisser un lien plus étroit encore. Je ne pouvais pas m'en séparer. C'était déjà devenu une partie de ma vie, de mon sang, de ma chair. Si je l'abandonnais, alors j'aurais dû abandonner une partie de moi-même. Pendant cette dizaine d'années, je passais mon temps à m'insulter. Je me disais, je suis stupide, ça ne sert à rien, quelle misère, je vais gâcher ma jeunesse comme ça. Mais le jour où j'ai fini ce livre, à vrai dire, je me suis serré dans mes bras et j'ai pleuré. C'était toute ma jeunesse, la moitié de ma vie. À l'achèvement de ce livre, je pensais que d'innombrables fois, j'étais allé à contre-courant. J'avais escaladé de nouveaux sommets et j'avais créé. Grâce à l'écriture de l'enfer des codes, j'étais un homme neuf. Je me connaissais très bien moi-même. Je connaissais et mes points faibles. Je connaissais les points forts et les points faibles de mon époque. Pendant le processus d'écriture, tout cela m'est apparu très clairement. Ainsi, je me suis découvert moi-même. J'ai compris le rôle que je devais assumer dans cette société et à cette époque, c'était d'écrire. À l'époque, je me répétais cette règle. À une époque où le monde change chaque jour, je dois rester moi-même, à savoir un homme lent et suranné. Alors que l'époque nous éblouit, je dois oser être paisible et patient. Quand tout le monde court follement après le profit et la célébrité, je dois oser me retirer. Je dois me contenter d'un coin solitaire pour écrire en silence. Notre ère a foi en la vitesse, en la plus grande vitesse. Les vœux de chacun sont comme des fleurs printanières. Ils se disputent pour s'épanouir à qui mieux. J'ai mis 11 ans pour écrire un livre. C'était comme partir pour Londres en bateau. Cela semble peut-être un peu stupide. Cette époque de désir et de soif de vitesse a son charme, mais je dois dire qu'elle a également des problèmes. Oui, des problèmes. Nous sommes obsédés par la vitesse. Nous laissons à l'abandon nos aspirations. Nous oublions beaucoup de qualités précieuses dans la vie, comme la vérité, la bonté, la beauté, la tranquillité, le calme, la patience, la persévérance. Nous avons perdu ces qualités face à la vitesse. Elles ne sont pas balayées par le vent, mais justement par la vitesse et le désir. Merci. Je suis devenu célèbre. Quand des gens frappent à ma porte en apportant de l'argent pour me demander d'écrire des articles, à vrai dire, je suis un peu perdu. J'ai oublié les règles que je m'étais fixées. J'ai perdu la patience du départ pour Londres en bateau. À vrai dire,
On peut suivre le courant. La plupart des gens ne vont pas à contre-courant. C'est humain. L'homme est sujet à la gravitation et le désir est sa plus grande force d'attraction. Avec l'inertie produite par cette gravitation, à notre époque, il est facile de suivre le mouvement plutôt que d'aller à contre-courant. Peut-être que vous ne pouvez pas l'imaginer, mais j'ai déjà mis 3 mois pour écrire un roman de 300 000 mots. C'est une expérience complètement différente de l'écriture de l'enfer des codes. Ces 200 000 demandé 11 années. Alors que beaucoup de gens me complimentaient, j'avais abandonné les exigences envers moi-même. J'avais perdu la patience que je devais garder. L'année dernière, j'ai mis beaucoup de temps à réviser l'ouvrage. Ce faisant, j'ai ressenti comme de la honte. Il s'agit de La Pointe de la Lame, livre en 2 volumes. Et je voudrais vraiment vous présenter mes excuses. C'est ma cicatrice, une disgrâce. Il y a beaucoup de contradictions et de défauts. Parfois, je me demande pourquoi je ne chéris pas ma réputation. Maintenant, quand je pense à cette question, je me demande comment j'ai pu être si imprudent et stupide. C'est une énigme. Pourtant, j'ai la réponse au fond de mon cœur. Face à l'immensité des désirs et à la rapidité de l'époque, j'ai été vaincu. Je suis devenu prisonnier de cette époque. J'ai été battu. Je suis devenu mon ennemi et j'ai été vaincu. Il est en fait très difficile de se modeler et pourtant, il est très facile de se détruire. Je crois que ce livre est très regrettable. Moi, j'ai laissé cette empreinte. Cette empreinte est derrière moi. Et je n'ose pas tourner la tête. C'est pourquoi j'ai dit au début que je ne suis pas ici pour vous faire un discours. Je voudrais tout simplement profiter de cette opportunité pour organiser une cérémonie d'introspection. Je voudrais vous inviter à être mes témoins. Pardon, c'est ma faute. Je voudrais revenir en arrière à l'ancienne époque. Je voudrais repartir, comme auparavant, pour Londres en bateau. Si je présente des excuses publiques, c'est pour mieux rectifier mes erreurs. Vous êtes mes témoins. Si un jour j'écris un livre en 3 mois, vous pourrez me critiquer, vous pourrez m'insulter. Je ne pourrai avoir d'objection. Je voudrais dire que cette cérémonie, même à son contenu, elle peut renforcer mon idée ou ma décision de revenir en arrière, de repartir. Je voudrais également trouver des compagnons qui veulent partir avec moi. Avec vous ou bien avec eux, je serai plus énergique. Je pourrais aller plus loin. Nous vivons une époque de tumulte. Son inertie est également très grande. Elle emporte beaucoup de gens avec elle. Il y a des gens qui ne sont pas emportés. Je voudrais surtout vous dire qu'il y a beaucoup de belles choses dans la vie. Il y a également beaucoup de grandes choses dans notre époque.
Pourtant, la chose la plus belle et la plus grande est certainement devant vous. Ce n'est pas quelque chose de tangible, elle est dans votre cœur. C'est l'œuvre de l'esprit. Je voudrais également vous dire, en tant qu'aîné, que vous ne devez pas laisser votre cœur vide. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Un cœur vide ne se remplira jamais avec de l'or. Un cœur vide tombe dans d'innombrables pièges. Si un jour vous tombez dans un piège, je vous conseille de me prendre comme exemple. Sortez-en et prenez un nouveau départ. Merci à tous. Vous regardez Magistral, bienvenue à vous, c'est la première classe ouverte à la télévision pour les jeunes de Chine. J'ai un sentiment d'angoisse après votre discours. J'ai pris des notes. Lucian, j'ai vu que vous aussi. Oui, j'ai noté. Nous défions la vitesse par la vitesse et nous courons après la vitesse et nos désirs. Ces expressions venues du cœur nous font sentir le poids de ce discours. Au cours de votre allocution, nos spectateurs ont posé des questions par écrit. Bonjour Monsieur Maille, j'ai entendu dire qu'à l'examen d'admission dans les établissements d'éducation supérieure, vous avez obtenu seulement 60 points chinois, c'est vrai? Mais j'ai obtenu 100 en maths. Cette note en maths, est-ce qu'elle peut dissimuler celle de 60 en chinois? Comment vous avez amélioré vos capacités d'écriture alors? Il s'agit de choses différentes. Oui. Beaucoup d'écrivains, Mo Yan a fini ses études à l'école primaire par exemple. Alors on ne peut pas devenir écrivain quand on est fort en cours de chinois? Il y a du vrai. Parfois, le savoir académique nous influence beaucoup trop. C'est vrai? Beaucoup d'écrivains ne sont pas diplômés en littérature, vous savez. Ah, d'accord. Parce que quand vous avez beaucoup lu, vous êtes au contraire intimidé. Vous vous dites, il y a tant d'œuvres littéraires extraordinaires, je n'ose pas écrire. Et quand vous étudiez les langues à fond, les règles de grammaire, le vocabulaire deviennent un labyrinthe technique. Oui, dans mon pays natal, il y a un dicton intéressant. Un maître en boxe face à un sauvage. Et normalement, le maître est bien meilleur. Un maître en boxe face à un sauvage qui n'a que la force brute. Oui, sans technique. Que de la force brute. Le maître est battu. Au nord, on dit un homme sans technique bat un vieux maître. Oui. Un vieux maître qui s'est entraîné toute sa vie et vaincu se bat n'importe comment. Bien sûr, ce n'est pas une règle absolue. Il y a des écrivains qui sont diplômés en lettres, mais généralement, je pense que cela n'a pas de lien avec l'écriture. D'accord. Nous avons 6 représentants du public. De quoi vous voulez parler le plus avec Monsieur Maille? Qui veut poser la première question? Bonjour Monsieur Mai. Merci pour votre discours sur la lenteur et la vitesse. Pour moi, à notre époque, ce sujet rend également perplexe beaucoup de jeunes. Alors cette question me trouble également. Comme vous, je veux vivre ma vie. Pendant mon temps libre, je gère une librairie et un café. Et tous les mois, j'organise un salon de lecture à Beijing. Mais petit à petit, j'ai constaté qu'au cours de ces dernières années, j'ai lu peu de livres. Parce que je pense principalement à la gestion de ce café. J'ai mis beaucoup de temps pour attirer l'attention du public, pour faire de la publicité. Donc je crois qu'être lent exige des moyens. Comme vous dites, je veux partir pour Londres en bateau. Alors avec quoi peut-on acheter un bateau? Est-ce que tout le monde comprend cette question? Si vous voulez partir pour Londres en bateau, il faut en premier avoir un bateau, ou au moins un billet pour embarquer. Vous êtes jeune, vous avez le droit de suivre la voie que vous voulez. En fait, je vous encourage à le faire. Il faut surtout s'assurer de bien garder un équilibre, de garder cette maîtrise. Vous gérez une librairie tout en menant votre carrière, mais il ne faut pas être sans scrupules pour réussir. Peut-être qu'un jour, vous réussirez professionnellement, mais si vous avez un coin sombre dans le cœur, ce péché originel, lui, sera toujours là. Il faut employer de méthodes immorales, en laissant votre conscience de côté pour gagner en vitesse. En fait, vous dites que vous gérez une librairie. Cela me touche parce que nous sommes proches.
Parce que dans nos villes, les librairies ferment les unes après les autres. Si une ville n'a pas de librairie, elle sera pauvre, médiocre. J'ai visité Prague, j'ai visité Madrid. Et quand je faisais des promenades dans ces villes, j'avais un grand respect dans mon cœur envers ces villes. Parce que dans les endroits les plus fréquentés, les librairies se voient partout. Vous ne pouvez jamais mépriser un homme, une nation qui possède d'innombrables livres, n'est-ce pas? Même si vous êtes riche, vous vous sentirez toujours inférieur devant elle. Merci à vous. En fait, je voudrais savoir votre objectif ultime pour cette librairie et ce café. J'ai constaté que les gérer était quelque chose de très fatigant. Je crois que ces 2 boutiques sont suffisantes pour moi. Je veux rester calme, garder un coin à moi. Donc aujourd'hui, Monsieur Mae m'a beaucoup encouragé. Merci à vous, Monsieur Mae. Gérez bien cette librairie. Bien sûr, si vous pouvez ouvrir plus de librairies, faites-le. C'est une bonne chose. Oui, s'il y a des demandes sur le marché, vous pouvez certainement répondre à ces demandes. Mais il ne faut pas faire les choses exprès, sinon cette action serait dénaturée. En fait, je ne vous connaissais pas très bien, mais j'ai lu une partie de vos œuvres. J'ai regardé les films et les feuilletons basés sur vos œuvres. Et j'ai lu tous les messages de votre microblog. Un décryptage du microblog. Oui, vous avez dit que l'amour c'est haine et que haïr c'est aimer. Et vous avez dit que vous êtes un homme faible. Vous, écrivain de romans d'espionnage, de romans magnifiques et merveilleux. Alors je me demandais, comment pouvez-vous vous considérer non seulement comme un lapin, mais comme un lapin doux? Vous êtes sensible et doux. Oui, oui. À propos du microblog, j'ai honte. Comme vous avez lu mes messages, vous savez que je n'ai rien posté depuis plus d'1 an. En fait, j'ai fermé mon compte. C'est une fenêtre pour obtenir une plus grande réputation et plus de profit. Donc je trouvais que c'était plutôt ridicule de poster des messages sur le microblog, de penser à cela tout le temps. Et de penser aux réactions des gens. Oui. On vérifie tout le temps s'il y a des commentaires. Oui, des commentaires, des clics, ce genre de chiffres. On est obsédé par ces chiffres. Oui, pendant une longue période, je me vantais d'avoir 20 millions d'abonnés. Mais un jour, j'ai trouvé que tout cela, en fait, n'avait aucune importance. Un écrivain doit rester chez lui. Il doit lire, écrire. Il ne faut pas toujours penser à sa réputation et au profit, n'est-ce pas? Si vous devenez l'équivalent des vedettes de divertissement, n'est-ce pas là une sorte d'impasse? Vous avez dit qu'en achevant le livre L'Enfer des codes, vous vous êtes serré dans vos bras. Alors du coup, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? C'est une expression poétique, en fait. Oui. J'ai écrit plus de 6000 mots dans mon journal intime ce jour-là. C'est ma manière à moi de me serrer dans mes bras. Dans ce journal, je me suis loué moi-même en utilisant la 2e personne. J'ai écrit en pleurant et je crois bien, que l'homme que j'ai loué, c'était à la fois moi-même et un autre. À partir de ce jour-là, je me suis trouvé différent. Une partie de vous est née dans le livre. Oui, et pourquoi j'ai mis 11 ans? Parce que j'étais un inconnu. Vous savez, le manuscrit de ce livre m'a été retourné 17 fois. Comment vous vous sentiriez si vous viviez cette expérience? Alors j'ai compris pourquoi vous avez dit que ce livre est une partie de votre destin. Je vais certainement acheter L'Enfer des codes. Je vais le lire sérieusement parce que vous avez mis toute votre jeunesse, 11 ans à l'écrire. Merci. J'ai lu L'Enfer des codes au collège et Le Message au lycée. Ah, Et comme vous, je n'étais pas forte en chinois. Donc à l'époque, je ne savais pas que ces livres étaient des romans. Je pensais que c'était des documents littéraires. Je me disais que c'était un bon boulot. Je veux devenir agent secret. Et j'ai choisi l'informatique pour mes études universitaires. Dans mes rêves, j'aimerais devenir un jour pirate informatique, être recruté par un département spécial du pays
parce que je suis forte. Jusqu'à présent, je suis toujours moi-même. Donc je suis ici avec l'objectif de vous accuser. Dans mon imaginaire, je pensais que vous étiez hautement intelligent et que vous aviez un quotient émotionnel assez bas et que vous étiez assez simple, tout comme les personnages dans vos romans. Que vous n'aviez rien à nous dire d'autre que vos romans. C'est ce que je croyais. Pourtant, après votre discours, j'ai trouvé que vous étiez beaucoup plus profond que je l'imaginais. Vous dites que l'écrivain doit avoir une bonne mentalité, être lent, être patient pour réfléchir et bien concevoir une œuvre. Mais pour les travailleurs comme moi, nous faisons une course contre la montre, une course avec nos concurrents, une course avec des technologies plus sophistiquées. Et moi, j'aime plutôt ce tumulte, cette vitesse et sentir cette pression. Je crois que je peux mieux m'épanouir dans ce genre d'environnement. Certaines personnes ont peut-être besoin de cette vitesse. On dit que les gens sont différents, n'est-ce pas? Certains aiment la vitesse, certains aiment la lenteur. Nous nous limitons pas à un individu. Voyons le développement de notre époque, justement. Maintenant, on dit, en utilisant des termes économiques, qu'il faut stabiliser la croissance, une nouvelle donne. En fait, c'est une remise en question de ce développement à toute allure. Il y a un indien célèbre que j'aime bien. Soyez lent, attendez votre âme. Je crois que toute personne intelligente, ou bien tout écrivain, doit s'interroger sur son époque. Maintenant, je critique la vitesse excessive dans notre époque. Je n'ose pas dire que je détiens la vérité, mais je dis ce que j'ai dans mon cœur. Cela ne signifie pas que tout ce que je dis est la vérité, que c'est un ordre auquel tout le monde doit obéir. Ce n'est pas ça. Les livreurs ne doivent surtout pas vous écouter. Merci. Bien chouette. Bonjour Monsieur Maille. Est-ce que vous savez qu'il y a un défaut connu qui s'appelle la procrastination? On repousse toujours ce qu'on doit faire au lendemain. On ne fait tout qu'à la dernière minute. Oui, à la dernière minute, y compris même... En langage internet, c'est le cancer de l'indolence. Le cancer de l'indolence, oui. Oui, même un appel pour l'anniversaire d'un parent, même pour des dernières retrouvailles avec un parent. Et pour vous, ces dernières années, est-ce que vous avez eu des regrets à cause de la lenteur? Ah, j'en ai trop. Je n'étais pas aux côtés de mon père à la fin de sa vie et je le regrette énormément. C'est vraiment comme quand on le dit, je voudrais m'occuper de mes parents, mais ils ne sont plus là. C'est un peu comme les constantes en mathématiques. Il faut avoir des constantes dans la vie, dans notre société, n'est-ce pas? Des choses comme l'amitié, le sens des responsabilités, la piété filiale doivent devenir des constantes de notre vie. Elles doivent être toujours là, ignorant la vitesse de notre époque et ses changements. Ce sont des choses que nous ne devons jamais abandonner. Il y a un problème que je n'arrive pas à comprendre. Je travaille dans le secteur des maisons de retraite depuis de nombreuses années. J'en ai ouvert une, puis deux, et j'ai ma propre société. J'ai réglé une dette de plus de 2 millions de yuan pour ma famille. Mais jusqu'à présent, mon père n'a jamais loué mes efforts. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il a un parcours à la fois intéressant et surprenant. Oui. Quand il était jeune, il faisait n'importe quoi dans la rue. Des disputes, des choses comme ça. Ses parents étaient désespérés et n'avaient plus aucune attente. Ma mère est tombée malade, elle a eu un cancer, et puis c'est au tour de mon père, il a eu une urémie. Et cet homme est devenu un autre homme. Il est rentré chez lui. Il a dit à ses parents, « Papa, maman, rassurez-vous, je prends le relais. » Il croyait qu'il avait grandi, mais il n'a jamais eu de la part de son père un mot de reconnaissance, ni même une phrase du genre « tu as grandi ». Vous avez dit que votre père n'a jamais loué vos efforts. Je crois que c'est simplement que vous ne l'avez pas entendu. Il est sûrement très fier d'avoir un enfant aussi responsable, capable, sympathique et ambitieux comme vous. Peut-être que, à cause de sa propre personnalité, ou bien à cause des malentendus émotionnels d'auparavant entre vous, il n'a pas eu l'occasion d'exprimer ses sentiments à votre égard. Mais je suis sûr que tôt ou tard, il vous le dira. Et qu'il a déjà dit cela aux autres. Bien que je ne sois pas lui, bien évidemment, en tant qu'écrivain, je pense qu'il a loué vos efforts partout derrière vous. Merci. Et peut-être que vous pouvez lui demander, peut-être que votre père vous a hautement loué à la deuxième personne dans un journal sur plus de 6000 mots. Je pensais que vous étiez fort pour raconter des histoires. Aujourd'hui, j'ai compris que vous êtes un homme avec beaucoup d'histoires. Les jeunes nés dans les années 90-2000, nous sommes des gens sans histoire. Donc nous aimons utiliser des mots de douleur pour décrire notre jeunesse qui n'est pas douloureuse. On aime utiliser des mots qui semblent magnifiques pour camoufler notre cœur qui est bien vide.
Oui. Si vous devenez aussi grave que je le suis, ce serait un problème, n'est-ce pas? Vous êtes jeune, vous êtes naïf, ce sont en fait des empreintes sur votre vie. Je crois que c'est juste pour une personne de faire et de réfléchir sur les choses appropriées au moment opportun. Il ne faut pas tout gâcher par trop d'enthousiasme et de précipitation. Il ne faut pas être honteux si vous ne pensez pas la même chose que moi aujourd'hui. Ce sont juste mes sentiments et mes réflexions. N'en ayez pas honte. Ne soyez pas soucieux. Parce que j'ai un âge plus avancé que le vôtre. D'une certaine manière, bien que nous soyons dans le même monde, nous sommes en fait dans deux mondes complètement différents. Pourtant, on doit bien vivre dans ce monde. Peut-être que ce que j'ai dit aujourd'hui sera ce que vous direz un jour. Alors, nous serons sur la même longueur d'onde. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici pour échanger. Les émotions humaines sont transmissibles. Le thème de votre discours d'aujourd'hui est de repartir pour Londres en bateau. Je crois que c'est un peu comme l'idéal de beaucoup de jeunes comme moi. On aime dire qu'on ira à Lhasa à pied, qu'on fait semblant d'aller à New York. Je crois que le monde est immense, je veux le découvrir. Oui, nous les jeunes, nous aspirons à découvrir le lointain. En réalité, nous n'en avons pas les moyens. Nous sommes malades, on est plus attirés par ce qui est loin que par ce qui nous est proche. Je ne sais pas si vous ressentez aussi ce sentiment. Les jeunes sont comme ça, vivre quelque part ailleurs. Je crois que c'est une marque propre aux jeunes. Ils sont romantiques, ils peuvent aller n'importe où, et c'est bien, vous savez. Allez-y si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, si vous n'en avez pas les moyens, alors faites des économies. Il ne faut pas dire de mensonges à vos parents. Il ne faut jamais commettre de crimes pour de l'argent afin d'exaucer un petit souhait romantique. Parce que cela serait incorrect, n'est-ce pas? Nous voulons avoir un cœur riche. D'après vous, comment on peut, en tant qu'âme un peu superficielle, écrire des choses aussi profondes que les vôtres? Ou bien comment on peut avoir plus d'histoires à raconter? Il est quand même impatient, on peut le sentir derrière cette question. Oui, en fait, vous voulez toujours faire vite. Comme vous êtes né dans les années 90, comment pourriez-vous avoir beaucoup d'histoires à raconter? Oui. Même si vous n'avez jamais été malheureux en amour, n'est-ce pas? Quand vous le serez 2 fois, Ça m'est arrivé. alors cela fait au moins 2 histoires. Vous savez, les émules avec le temps. Et quand vous avez beaucoup d'histoires, cela ne signifie pas que vous en possédez plus que les autres. Je crois que les expériences au fond du cœur d'une personne sont bien plus importantes que cela. Beaucoup de gens ont vécu beaucoup de choses, ils ont voyagé dans le monde entier. Mais ils n'ont pas fait tout cela avec attention. Alors tout s'en va avec le temps. Cet homme est toujours un homme superficiel. Globalement, ne soyez pas impatient. Vous aurez des histoires si vous vivez avec attention. Merci à vous, merci Monsieur Maille. À l'époque, Monsieur Maille avait des attentes pour les endroits lointains. La naissance du roman est cet endroit lointain qu'il voulait atteindre. Il ne pouvait imaginer qu'il mettrait 11 ans pour arriver au point final. Si un jeune dit sur WeChat qu'il veut faire une marche vers le Tibet pour en fait obtenir les louanges de ses amis, je lui conseille de rester où il se trouve. Mais un jour, vous commencerez à partir sur la route. Peut-être dans 10 ans, 11 ans, 15 ans. Et quand vous en serez là, vous deviendrez quelqu'un qui a des histoires à raconter. Quand Monsieur Maille prononçait son discours, je pensais aux mots que je devrais employer pour conclure l'émission d'aujourd'hui. Tout à coup, j'ai compris. Vous n'avez pas seulement trouvé un nouveau point de départ pour vous-même. Vous nous avez aidé à retrouver le positionnement initial de notre émission. Comme notre programme s'appelle Magistrat, parce que sur cette scène, nous pouvons accueillir des gens de différents domaines qui veulent partager leurs différents sentiments et leurs différentes réflexions sur la vie. Et vous avez créé ici une forme sans précédent. Vous êtes très sincère et courageux d'être venu ici pour nous parler des doutes que connaît un écrivain. Vous êtes vraiment courageux d'être venu ici pour nous dire « Je suis sorti du piège et je veux repartir ». Je crois que pour nous, c'est également très touchant. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à Monsieur Maille qui a prononcé un excellent discours. À bientôt, merci.